de cette présentation. Donc, il y a l'événement Exploria qui a démarré lundi, qui est un événement qui est organisé par le collectif Impact AI, piloté par Microsoft et dont Capgemini fait partie, qui a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux et aux impacts de l'intelligence artificielle. Donc cet événement a été créé de façon à s'adresser à tous. Donc il y a des webinars, des ateliers, des contenus que vous pouvez retrouver sur le site Exploria. Il dure jusqu'à la semaine prochaine, donc le 5 juin. Côté Capgemini, on a fait une première session hier avec la présentation des cartographies de l'intelligence artificielle. Tout sera disponible en replay sur le site. Et du coup, on a aujourd'hui une session en particulier sur l'expérience consommateur que va nous présenter Simon. Et la semaine prochaine, le 2 juin, toute une journée consacrée à l'IA au service du bien commun. Vous trouverez aussi les informations sur le site d'Exploria et je remettrai dans le chat ces informations avec des sessions sur l'IA éco-responsable, l'IA au service de l'environnement et l'IA pour le citoyen. Et une partie IA éthique plus destinée aux professionnels en fin de journée. Donc ça, c'est toute la journée du 2 juin. Et on aura une partie écosystème le 4 juin avec les startups européennes de l'intelligence artificielle avec France Digital. Voilà, donc Simon, qui est expert, il fait partie du CIWI, donc c'est le Centre d'excellence intelligence artificielle de Capgemini en France, et il travaille particulièrement sur l'IA pour l'expérience consommateur et va nous présenter justement les clés de compréhension de ce que peut faire l'IA pour améliorer l'expérience client et consommateur. À toi, Simon. Merci à tous. Merci Myriam. Bonjour à tous. Et je suis très content donc, de pouvoir vous donner des clés de compréhension sur ce sujet. Comme c'est un événement grand public et que effectivement, comme a expliqué Myriam, l'idée c'est de sensibiliser et d'expliquer au plus grand nombre. Je me permets juste de donner deux, trois petites informations, définitions sur l'intelligence et l'artificielle, donc pourquoi et comment. Juste savoir qu'effectivement l'intelligence artificielle c'est un nouveau buzzword, mais c'est un ancien sujet, quelque chose qu'effectivement qui existe depuis très longtemps. Il se trouve qu'aujourd'hui il y a un grand retour sur le devant de la scène. Ça peut s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui on atteint, il y a une pertinence des résultats et une efficacité qu'on n'a jamais atteint. Et donc ça c'est dû à trois choses. La première, c'est l'utilisation d'algorithmes qu'on utilisait déjà. Donc, c'est pas forcément des nouveaux algorithmes, mais c'est des choses, encore une fois, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Les deux choses qui changent, c'est aujourd'hui, on a la puissance de calcul disponible avec l'émergence du cloud. Et donc, n'importe qui, effectivement, peut utiliser de la puissance de calcul qui dépasse de loin celle de son PC. Et puis l'autre, c'est des données de qualité, effectivement, des données qui sont collectées depuis maintenant plusieurs années. Et donc, si vous avez entendu parler du big data, c'est effectivement la collecte de données qui est aussi disponible, la donnée publique par exemple, qui peut être effectivement mixée avec votre propre donnée. Et donc, c'est la convergence de ces trois faits-là qui donne effectivement aujourd'hui une pertinence de résultat. Le deuxième point, c'est la définition. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Donc, je vais me permettre de donner une définition qui n'est pas la mienne, qui est celle d'une personne qui fait un peu référence sur le sujet, mais qui dit que c'est la capacité pour une machine de copier certains comportements humains, et plus particulièrement deux caractéristiques, deux comportements. Le premier, c'est la capacité à automatiser des décisions ou des actions de façon conséquente et donc par extension de façon répétitive. Et la deuxième point, c'est la capacité d'apprentissage. Et donc la capacité effectivement d'améliorer au fur et à mesure ces actions. Donc voilà effectivement, si quelqu'un vous demande la définition de l'intelligence artificielle, quelque part c'est ça. Et enfin, dernier petit point, il y a plein de mots qui circulent, machine learning, deep learning, intelligence artificielle, pareil. Il faut juste prendre la métaphore d'une voiture. L'intelligence artificielle, ça peut être une voiture. Le machine learning, c'est le moteur. C'est ce qui fait tourner effectivement votre voiture. Et le deep learning, c'est un algorithme bien précis. Et donc, quelque part, c'est un constituant du moteur.
Voilà, pareil, deuxième petite clé de compréhension pour essayer un peu de mieux appréhender ce concept. Je bascule sur le point qui est donc le sujet du jour et avec une petite tagline qui va dire qu'effectivement l'IA et l'expérience consommateur, c'est le nouveau mariage du siècle. C'est deux personnes et deux concepts qui sont faits pour se rencontrer et qui sont parfaitement complémentaires. Pourquoi ? Parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil. C'est un nouvel outil qui va permettre pour les marques, pour les entreprises, d'offrir une expérience à ses consommateurs qui est inégalée, qui a aujourd'hui finalement est beaucoup plus complexe parce que la digitalisation, tous les outils digitaux que nous, consommateurs, avons à notre disposition, c'est quelque chose qui, pour une marque ou pour une entreprise, complexifie beaucoup les choses parce que c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble de ce que font les personnes, de ce qu'elles veulent, puisqu'elles ont la capacité de pouvoir s'exprimer sur une multitude de canaux et de pouvoir faire des actions sur une multitude de canaux et donc avoir une vision unifiée de tout ça, finalement c'est très très complexe pour les marques. Et finalement, l'intelligence artificielle va permettre de pouvoir simplifier tout ça et donc de pouvoir entre guillemets se remettre au niveau une exigence que les consommateurs veulent. Et donc ça, si je détaille un peu plus, ça va permettre de pouvoir, donc comme je le disais, augmenter la connaissance que les marques ont de leurs clients et donc de leur proposer quelque chose, une offre, des produits, un service hyper personnalisé. Ça va permettre aussi de pouvoir augmenter son niveau de service mécaniquement et donc ça peut passer aussi par offrir des nouveaux services et des services qui sont parfaitement personnalisés aux clients et à ce qu'ils veulent. Ça permet aussi de pouvoir renforcer sa relation client qui n'a pas reçu des emails qui lui proposent des choses qui ne sont pas forcément pertinentes ou bien des emails une fois toutes les semaines sur la promotion du jour. En tant que client, ça ne nous intéresse pas. On a l'impression d'être submergé par des messages. Si la marque arrive à comprendre que finalement ça vous intéresse de n'en avoir qu'un seul par mois, mais qui est ultra pertinent à ce que vous recherchez, et bien finalement la relation, elle sera peut-être moins fréquente, mais elle en ressortira plus forte. Et enfin, comme je le disais, des interactions sans couture, rien de plus frustrant pour un consommateur de se retrouver, d'avoir une relation avec la plateforme téléphonique par exemple et ensuite de retourner en boutique et d'avoir à réexpliquer quelque chose à une personne en face de soi. Ça c'est le concept. Je pense que le plus intéressant pour tout le monde, c'est de voir quels sont les champs d'application qui existent aujourd'hui. Ils sont divers. Juste pour que vous compreniez, l'expérience consommateur, c'est ce qui est visible de nous, consommateurs. Donc, ça va être les notions d'interface, donc notamment ce qu'on appelle les interfaces conversationnelles, donc c'est les chatbots. Voilà, c'est ce qu'on appelle les voicebots. C'est un Siri, par exemple. Un Siri, c'est un voicebot, donc c'est une interface conversationnelle. Et puis, c'est une expérience immersive. Donc, j'en expliquerai d'autres par la suite, mais effectivement, c'est ce qui va vous offrir la capacité de pouvoir avoir une expérience augmentée en tant que consommateur sur différentes interfaces ou différents points de contact. Donc ça, c'est très visible d'un consommateur. On voit tout de suite que effectivement l'intelligence artificielle, elle est là. Maintenant, il y a, à l'image de mon arbre avec ses racines, il y a tout ce qui est invisible du consommateur. Et donc, ce que va utiliser la marque, ce que va utiliser les employés de cette marque, l'intelligence artificielle que eux vont utiliser pour pouvoir ensuite offrir un service de qualité. Donc, ça va être des notions de personnalisation prédictive. Donc, en tant que marque, je suis capable de prédire ce que va vouloir mon client et donc les offres ou les services, les produits qui vont lui être donc personnalisés.
Comme je le disais, mieux comprendre effectivement à qui je m'adresse et qui il est, et donc arriver tout de suite avec un message qui va lui correspondre. Et enfin, la notion d'employé augmenté. Donc là, effectivement, c'est tous les outils qui vont eux-mêmes utiliser des algorithmes, des solutions d'intelligence artificielle pour que les employés, effectivement, offrent un niveau de service qui soit inégalé. Donc, comme je vous le disais, là, je vais balayer différents cas d'application qui peuvent exister. Donc, bien sûr, dans le temps donné, ce ne sera pas exhaustif. Mais en tout cas, l'idée c'est de balayer un peu effectivement différents sujets et vous expliquer que voilà, ce sont des choses qui existent, qui sont déjà utilisées à grande échelle ou pas, ou de l'ordre de l'expérimentation, mais en tout cas, voilà, vous donner un peu des exemples concrets. Donc sur la notion de processus, enfin comment dire, justement de notion d'invisibilité, d'IA invisible pour améliorer les processus. Comment dire, deux choses mais qui répondent aux mêmes besoins, c'est l'utilisation de la reconnaissance d'image dans les boutiques pour faire des inventaires qui soient beaucoup plus fréquents et beaucoup plus proches de la réalité. Donc différentes façons d'automatiser vraiment la solution jusqu'au bout, soit l'utilisation d'un drone qui va pendant la nuit passer donc à la fin de la journée, passer dans les rayons pour prendre des photographies de ce qui reste dans les rayons, voir effectivement quels sont les produits qui sont encore, quels sont les trous, les manques, et ensuite envoyer l'information à la fois à l'employé qui doit remettre en rayon les produits qui manquent, et ensuite ça peut être aussi envoyer l'information directement au siège pour lancer la commande du approvisionnement. Donc je le disais, l'automatisation peut se faire par un drone, ça c'est plutôt en phase d'expérimentation. Ce qui commence à se développer de façon un peu plus large, c'est des robots carrément. Donc Walmart utilise des petits robots, c'est ce que vous voyez à droite, qui font ça. Et l'avantage aussi, c'est des choses qui se déplacent très lentement et donc ils le font tourner même pendant la journée. Donc vous le voyez, il y a une personne qui fait ses courses et finalement le robot passe à longueur de journée et ça permet de détecter effectivement d'avoir une notion de stock au plus juste. Et donc si un produit manque, bah, finalement d'être en capacité de le remettre tout de suite en rayon. Autre notion, enfin même notion, mais autre exemple, pardon, c'est une société française qui s'appelle Euritech, qui pareil utilise un algorithme de reconnaissance d'image donc il regarde les réseaux sociaux et notamment les images qui sont postées sur les réseaux sociaux. Pour déterminer les tendances de mode. Donc ils vont sélectionner des comptes de personnes qui sont censées être des personnes ce qu'on appelle les trendsetters, donc des personnes qui déterminent un peu, qui font la mode. Donc en analysant les photos de ces personnes et de ce qu'elles portent, ils déterminent finalement les futures tendances. Donc c'est un métier qui existe depuis toujours, c'est des cabinets de tendance qui font ça, et donc ils déterminent, c'est des personnes qui font ça, finalement là c'est de le faire faire par une machine, et donc ça permet effectivement de brasser beaucoup plus d'informations et d'avoir des tendances beaucoup plus justes. La deuxième utilisation qu'ils en font, donc c'est plutôt les marques de luxe et les marques de mode qui utilisent ça, c'est juste après un défilé, donc quand ils présentent la collection du moment, pareil, ils analysent les personnes, enfin les comptes et les personnes qui sont potentiellement donc ces trendsetters, et ça leur permet de voir si ces personnes ont acheté certaines pièces ou non. Donc de voir de déterminer l'adoption de certaines pièces à l'issue des défilés de mode. Un autre exemple, donc pareil, c'est une société française qui s'appelle Allomédia, qui travaille notamment avec Se Loger. Ce qu'ils font, c'est c'est une solution qui analyse les conversations vocales.
Donc c'est notamment sur la plateforme téléphonique de leurs clients, sur les appels entrants. Au final, la solution analyse la conversation et la discussion qu'il y a eu. Donc ça ne se fait pas à l'insu des clients, bien sûr. On leur explique avant que leur conversation peut être enregistrée et que donc s'ils ne veulent pas, ils le signalent. Mais ça permet effectivement, donc là c'est ce que je disais, la notion de l'employé augmenté, c'est que l'employé, lui, va être concentré sur la demande précise que le client lui fait. Ça lui permet à la fin de la conversation d'avoir un complément d'information parce que peut-être qu'effectivement, étant concentré sur le problème à régler ou la question précise à répondre, il est peut-être passé à côté de certaines informations que le client aurait pu donner, mais qui peuvent être intéressantes à rajouter au dossier de ce client. Le deuxième point, c'est également la capacité d'analyser le sentiment. Donc, ça via la fréquence vocale de la personne, on peut se rendre compte si cette personne était plutôt effectivement frustrée, plutôt en colère, etc. Et donc, ça permet aussi de pouvoir nourrir le feedback et donc de se rendre compte qu'effectivement cette personne, peut-être que dans sa demande, elle l'exprimait pas de façon claire avec des mots, mais au final c'est une personne qui est plutôt à rappeler ou effectivement à chouchouter, puisque cette personne, voilà, on se rend compte que ça fait 2 fois qu'elle appelle à une semaine d'intervalle et que la deuxième fois elle semblait assez frustrée. Autre exemple d'application, c'est une société qui s'appelle Dotaki, qui travaille avec beaucoup de e-commerçants. Et donc là, c'est la capacité à déterminer qui est la personne de l'autre côté de l'écran, uniquement sur le déplacement de ses souris. Et sur aussi alors certes sur les choses sur lesquelles elle clique, donc ça c'est des choses que tous les e-commerçants font depuis toujours, mais aussi d'essayer uniquement effectivement sur le déplacement, pas uniquement, mais aussi sur le déplacement de sa souris, d'essayer de catégoriser un type de personnalité. Donc ils ont envisagé 10 types de personnalités différentes, vous voyez à droite. Et ensuite, sur la base de ça, effectivement, ça donne des informations supplémentaires. Donc on est sur de l'anonyme, hein. La personne ne s'est pas forcément identifiée, mais ça permet effectivement de pouvoir se dire, finalement, ce visiteur, je me rends compte que ce qui l'intéresse, ces critères de choix ou de choix sont plutôt basés sur l'émotionnel, et donc sur la base de ça, je vais plutôt et donc le e-commerçant ensuite est capable de proposer un contenu et une mise en forme de son contenu qui va être véritablement adapté aux attentes de la personne. Donc si je reprends mon exemple de la personne qui base plus sur des références émotionnelles, on va plutôt lui proposer un produit porté, lui donner des informations sur les occasions où elle peut le porter, peut-être effectivement des produits complémentaires, lui mettre en avant que ce produit est dans le lookbook de la saison, lui montrer donc effectivement le lien vers le lookbook, peut-être qu'il n'avait pas vu. Ou lui montrer aussi des photos qu'on a des réseaux sociaux d'autres personnes qui l'ont acheté. Enfin voilà, ce genre d'informations peut l'intéresser. À l'opposé, une personne où on va se rendre compte qu'elle est plutôt rationnelle, on va lui mettre un produit qui va être à plat, lui offrir la possibilité de zoomer dessus pour voir les détails, la composition du produit, éventuellement comment il se lave, ce genre de choses. Et bien sûr, un prix ou une promotion qui est beaucoup plus mise en avant si c'est le cas pour nos produits. Je vous parlais de chatbot, de voicebot. Je vais vous passer une petite vidéo d'un cas qu'on a fait chez Capgemini, qui est un agent conversationnel
qu'on a construit pour montrer effectivement l'utilisation et ce que pouvait être et à quoi pouvait servir un agent conversationnel pour une marque de grande consommation. Alors désolé, cette vidéo est en anglais. En plus, je pense que vous n'entendrez peut-être pas forcément le son, mais en tout cas, vous aurez des mots en anglais. Je referai de toute façon une petite explication derrière. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on a construit pour montrer dans différents événements comme aujourd'hui, par exemple, pour expliquer le potentiel de ce que peut être un agent conversationnel. Donc son nom, c'est Sacha. Et Sacha est une personne qui va, enfin, un agent qui va aider pour choisir ses produits de mode. Et donc, on ne l'entend pas bien sûr, mais on interagit effectivement. Sacha est une interaction vocale, donc on peut interagir, lui demander ce dont on a besoin, donc soit sur des produits ou sur des critères très précis de je cherche effectivement un t-shirt qui va être en dessous de 20 euros. Mais il y a également des algorithmes de reconnaissance d'image et de texte à l'image de ce que peut faire Heuristic, comme je vous le disais. Sacha va donc analyser des sites de mode pour déterminer des tendances, et donc ça va permettre de pouvoir nourrir les préconisations que la personne va faire. Donc la personne qu'on a vue pose une question ouverte pour dire je cherche des vêtements à porter pour un mariage, par exemple, et au final, sur la base de ce que Sacha a pu analyser donc sur les sites, lui en détermine des critères, des choses qui sont effectivement qui répondent à la question, le croise avec sa base de données produits et pousse les produits. Donc finalement, c'est exactement ce que peut faire un vendeur en magasin, mais l'idée c'est effectivement de rendre et de l'automatiser et de pouvoir brasser finalement une information beaucoup plus large. Et dernier point que nous avions rajouté à Sacha, c'était la capacité effectivement de prendre une photo et de pouvoir analyser ce que porte la personne et de se dire finalement j'analyse qui est cette personne, ce qu'elle porte, j'en détermine à peu près son style, donc ça me donne des critères et ensuite je lui propose des produits équivalents à ce qui pourrait l'intéresser et ce qui pourrait correspondre à son style. Autre cas d'application, c'est dans le cas d'un site e-commerce. Donc là, c'est pareil, comme je vous le disais, comment on peut rendre plus simple et plus facile le surf sur un site e-commerce. Donc différents champs d'application. Donc là, bien sûr, vous avez le champ texte classique, comme ce que je qu'on utilise tous. Donc voilà, là c'est le champ texte tout à fait classique sur des produits de gaming. Autre cas d'application, c'est vous avez repéré un produit qui vous intéresse. Donc vous avez la photo à disposition et donc vous uploadez la photo au sein du site et vous dites ce produit m'intéresse, est-ce que vous l'avez sur votre site, ou des produits qui peuvent être à peu près équivalents. Et le produit vous propose ça. Autre point, c'est le produit, vous l'avez avec vous, et donc c'est comme avec Sacha, vous prenez une photo via votre webcam, et donc pareil, le produit vous fait en vous disant j'ai reconnu votre produit, voilà, c'est celui-là, ou bien les produits qui sont à peu près équivalents et qui pourraient vous intéresser. Et effectivement, le dernier point, c'est on a la possibilité de demander directement une télévision et donc quels sont leurs produits effectivement qui correspondent aux mots-clés télévision. Donc voilà effectivement les différentes choses si on le replaque sur une notion d'utilisation sur un site e-commerce tout à fait classique tel qu'on le connaît tous. À quoi ça pourrait correspondre et quelles pourraient être les différentes technologies liées à l'intelligence artificielle, à quoi elles pourraient servir.
Euh, Il nous reste vous avez 2 dit gadget? minutes et il faudrait garder un petit peu de temps pour les questions. Ouais. Ça marche. Eh ben, je vais faire super vite. Vous avez dit gadget. Je vous remets juste 3 exemples qui, mis dans le contexte actuel, prennent tout leur sens. À gauche, c'est des solutions qui permettent d'analyser le flux des personnes au sein d'un magasin. Donc ça existe déjà depuis plusieurs années. Si on se dit maintenant qu'avec la distanciation sociale et la possibilité, enfin la nécessité que les personnes effectivement gardent une distance et ne soient pas trop concentrées au sein d'un magasin, l'exemple du milieu, c'est des marques en Chine qui utilisent la reconnaissance faciale pour valider un paiement. Donc vous ne touchez vous ne touchez aucun écran et effectivement tout se fait sans les mains. Et autre point, c'est des véhicules autonomes qui font de la livraison. Donc Kroger, c'est une marque aux États-Unis d'épicerie qui expérimente ça à San Francisco. Donc pareil, dans une situation de confinement, voilà, c'est plus si gadget que ça et finalement ça peut prendre tout son sens. Je vais juste faire un dernier point et alors par contre il faut que je switch, que je vous montre une vidéo. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc je vais vous inciter à aller voir cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, c'est Amazon Go. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu la vidéo, Amazon a lancé donc des stores d'alimentation. Ils en ont maintenant 4 aux États-Unis. Et comment ça fonctionne? Et ben, finalement, vous arrivez, donc vous avez téléchargé l'application Amazon. La seule chose que vous avez à faire, c'est en arrivant, c'est vous scannez donc avec votre mobile via l'application un lecteur qui vous reconnaît et qui sait qu'effectivement c'est vous, vous entrez dans le magasin et à partir de là, vous avez effectivement une batterie de caméras et de contacteurs qui vous détecte vos mouvements, ce que vous prenez, quels sont véritablement les produits que vous mettez dans votre panier physique. Et ensuite, vous n'avez qu'à partir et le paiement se fait de façon automatique. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur Internet, vous avez ce que je suis en train de vous raconter. Pourquoi ça, ce sera ma conclusion? Parce qu'en fait, ça touche à 2 notions. La première, c'est technologiquement, c'est très compliqué de faire ça. C'est un assemblage d'une multitude de technologies qui sont très très complexes. Et donc, Amazon a mis beaucoup de recherche et développement pour faire ça. Et le concept est encore en phase d'affinage, on va dire. Mais par contre, d'un point de vue consommateur, c'est magique. Parce que effectivement, je prends un produit, je m'en vais et tout est automatique. Je passe même plus en caisse. Voilà. Le paiement se fait totalement automatique. Et donc l'intelligence artificielle et l'autre point, c'est les notions d'éthique. Et c'est effectivement la notion d'éthique dans l'intelligence artificielle. Je ne l'ai pas abordé. Il y a tout comme Myriam l'a dit, c'est un sujet qui sera longuement abordé dans d'autres sessions. Mais voilà, c'est quelque chose qui est constituante de la notion d'intelligence artificielle. Et donc c'est de dire, mais au final, oui, ça nécessite, pour avoir cette expérience magique vis-à-vis du consommateur, ça nécessite de traquer ses mouvements, ça nécessite de le reconnaître de façon personnelle, mais c'est le choix que les personnes ont fait. Donc c'est les personnes, si elles rentrent dans un Amazon Go, elles savent qu'effectivement, forcément, ça implique des notions de reconnaissance de personnes, de mouvements, etc. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque part les 3 constituantes, les 3 points de ma conclusion. L'intelligence au service de l'expérience consommateur. Technologiquement, c'est très complexe. Tout ça, c'est pour simplifier et rendre limite magique une expérience pour les consommateurs. Mais il y a effectivement toujours en sous-tension une notion d'éthique qui est à garder en tête, à la fois pour les consommateurs et pour les marques. Voilà, je pense que j'ai tenu les 2 minutes, et donc si vous avez des questions, je suis tout disposé à répondre.
Merci Simon. Alors, quelques questions. Alors déjà, deux questions qui se rejoignent sur la question en fait à force finalement de faire des recos en fonction de ce qu'on consomme, ce qu'on achète, que ce soit de la musique, de la mode ou euh, finalement, est-ce qu'on n'a pas le risque que l'IA reste dans un cercle fermé et on n'ait pas la possibilité de faire d'autres découvertes qu'on n'aurait pas pu faire à cause de l'IA qui nous propose des choses relatives à ce qu'on a déjà consommé. Oui, bien sûr. Après, alors ça me fait penser à ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire vous allez sur un site e-commerce, vous regardez un produit, vous l'achetez pas, et on vous renvoie effectivement après plusieurs jours après. Vous voyez des bandeaux sur les différents sites sur lesquels vous surfez avec le produit qui vous est renvoyé. La marque sait juste que vous avez ce qu'on appelle un abandon de panier. C'est juste que vous avez regardé le produit, que vous ne l'avez pas acheté. Et voire même certaines personnes, comment dire, ont acheté le produit mais pas sur le même site, et donc c'est encore plus frustrant parce que on me repousse un produit que j'ai déjà acheté. Pour répondre à la question, c'est que pour pallier ça, il faut plus de données. Pour pallier ça, il faut plus d'informations. Pour pallier ça, effectivement, il faut savoir que cette personne, elle ne se réduit pas qu'aux informations que j'ai à ma disposition. Et donc, si je suis capable d'avoir des informations beaucoup plus importantes sur ce qu'elle aime en dehors de du cercle de ce que moi je connais, quand je dis moi, c'est la marque par exemple, bien sûr, je vais être capable de savoir et d'enrichir et de lui proposer des choses qui sont faisables. Un exemple particulier, c'est une marque, donc une solution française qui s'appelle Tiny Clues. C'est sa spécialité, c'est-à-dire que ils sont appelés par des marques quand ils veulent lancer de nouveaux produits. Et donc leur spécialité, c'est de dire sur la base des clients que vous avez, vous les connaissez parce qu'ils achètent tel et tel produit chez vous. Demain, vous voulez vendre quelque chose d'assez différent. Eh ben, moi, je vais être capable de vous dire que ces personnes-là, finalement, elles peuvent être intéressées par la chose radicalement différente que vous allez vendre demain. Et eux, justement, c'est parce qu'ils sont en capacité de coupler des données qui vont être d'univers assez différentes d'univers assez différentes. Il y avait une deuxième question, qui en fait qui était plus relative à ce dont tu as parlé, la question de l'éthique sur l'utilisation des données et du coup, je pense que ça fera référence un peu à GDPR. Quelles sont les limites dans l'utilisation des données pour tous ces commerçants, ces e-commerce, etc. La limite aujourd'hui, c'est la GDPR et c'est la, comment dire, et c'est la, alors je serais tenté de dire le bon sens. Quelque part, c'est les deux. La GDPR avant tout, parce que jusqu'à présent, avant la GDPR, c'était que le bon sens et on voyait que c'était pas forcément, c'était difficile de poser une limite. Faut juste savoir que sur comment dire, la notion d'éthique, c'est un peu comme un millefeuille, il y en a un peu partout. Il y a la notion d'éthique effectivement sur les données des personnes, donc là c'est uniquement la GDPR. Il y a la notion d'éthique sur les données des algorithmes en tant que tels, parce qu'ils sont construits par des hommes. Donc c'est la notion de ce qu'on appelle biais algorithmique. Donc s'assurer qu'effectivement les algorithmes qu'on utilise ne sont pas eux-mêmes n'ont pas eux-mêmes un problème dans leur utilisation. Et donc pourquoi je parle de tout ça, c'est parce que effectivement, encore une fois, la notion d'éthique est prise très au sérieux à différents niveaux, et donc comment dire, même au plus haut niveau, au niveau de l'État. Donc c'est vrai qu'on parle souvent, et notamment dans le cadre du marketing et de la relation consommateur, de la GDPR, mais la notion d'éthique, elle se joue à plusieurs niveaux. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est comment dire, c'est ce que je disais précédemment. C'est une marque, elle ne vous comprend que par les données et les informations qu'elle a sur vous. Donc quelque part,
oui, elle va être tentée de pouvoir essayer de collecter un maximum d'informations parce que dans l'absolu, c'est ce qui lui permet de mieux vous connaître et donc d'être moins intrusif. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué à trouver comme limite parce que bah, voilà, si effectivement on donne quasiment pas d'informations, et ben on prend beaucoup plus de risques d'avoir des choses qui sont pas pertinentes. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Merci Simon, merci à tous les participants. J'ai mis dans le chat les adresses web pour retrouver le programme Capgemini. Donc rendez-vous le 2 juin pour les sessions sur l'IA et le bien commun, pour le bien commun. Également, vous avez le site Exploria donc il y a un onglet dans le site Impact AI. Vous allez retrouver tous les événements digitaux, ateliers, etc. Qui s'adressent à tout le monde pendant ces 2 semaines et aussi de nombreux contenus. Donc je vous invite à aller le visiter parce qu'il y a pas mal de choses. C'est très très dense et riche. Voilà, et nous allons clore ce webinaire. Merci à Simon et merci encore à tous pour votre participation. Au revoir. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée. You can stop recording, thanks.